Le millionnaire se figea en voyant la jeune femme délicate s'enfuir seule sous la pluie. Elle tremblait, trempée, comme quelqu'un qui porte un secret capable de tout détruire. Lorsqu'il tenta de la protéger, il réalisa que sa pureté cachait un danger. Et à cet instant, le destin les lia d'une manière impossible à rompre. Marine avait toujours cru que le monde était trop grand pour quelqu'un comme elle. Petite, non seulement par la taille, mais par la manière dont elle occupait les espaces, comme si elle s'excusait d'exister. Ses pas étaient légers, presque silencieux, et sa présence était rarement remarquée. Elle avait grandi ainsi, façonnée par un environnement où le silence était le seul langage sûr et la peur, le seul compagnon constant. À 26 ans, Marine travaillait comme aide ménagère à l'immeuble Panorama, l'un des bâtiments commerciaux les plus luxueux de la région de la Défense, à Paris. L'immeuble se dressait imposant contre le ciel gris de la métropole, ses 23 étages de verre miroir reflétant le mouvement incessant de la ville. À l'intérieur, des cadres pressés, des hommes d'affaires en costume impeccable et des secrétaires élégantes circulaient avec hâte et détermination, tandis que Marine nettoyait les couloirs, vidait les poubelles et lustrait les miroirs des salles de bain. Invisible, toujours invisible. Elle ne se souciait pas de l'invisibilité. En fait, elle la préférait ainsi. Être remarquée signifiait être jugée, et les jugements apportèrent de la douleur. Elle l'avait appris trop tôt quand elle était encore enfant. Élevée par sa grand-mère maternelle, après que ses parents l'eurent placée dans un internat religieux à l'âge de 5 ans, Marine grandit entre des murs froids et des règles strictes. Le collège interne se trouvait dans une région reculée du centre-Val de Loire, loin de tout et de tous, un lieu où l'affection était considérée comme une faiblesse et la discipline, comme la vertu suprême. Les religieuses qui géraient l'endroit croyaient que le corps était source de péché et que le toucher, même le plus innocent, pouvait corrompre l'âme. Marine apprit à ne pas toucher et à ne pas être touchée. Elle apprit que les câlins étaient dangereux, que la chaleur humaine brûlait plus qu'elle ne réchauffait. Le dimanche, tandis que d'autres filles recevaient des visites de leur famille, elle restait seule dans la cour vide, observant les arbres se balancer au vent. Sa grand-mère apparaissait une fois par an, à Noël, avec un visage dur et des mots cinglants. Elle disait que Marine devait être reconnaissante d'avoir un toit sur la tête et de la nourriture dans son assiette. Elle disait que des filles comme elle, abandonnées par leurs propres parents, n'avaient le droit de se plaindre de rien. À 18 ans, Marine quitta l'internat et alla vivre avec sa grand-mère dans un petit studio exigu dans le quartier de Belleville, à l'est de Paris. La cohabitation fut brève et tendue. Sa grand-mère décéda 6 mois plus tard, laissant Marine seule au monde, avec une petite somme d'argent et une valise pleine de vieux vêtements. Sans formation académique au-delà d'un lycée incomplet, sans expérience professionnelle et avec une peur paralysante d'interagir avec des inconnus, Marine obtint l'emploi d'aide ménagère par l'intermédiaire d'une agence de ressources humaines qui ne posait pas beaucoup de questions. Le travail était dur, mais elle s'y consacrait avec acharnement. Elle se levait à 4 heures du matin, prenait 2 bus bondés jusqu'à la Défense et arrivait à l'immeuble Panorama à 6 heures précises. Elle enfilait son uniforme bleu marine, attachait ses cheveux bruns en un chignon serré et commençait sa journée. Elle nettoyait les salles de bain, les couloirs, les salles de réunion. Elle ramassait les tasses de café oubliées, les papiers froissés, les restes de nourriture. Elle faisait tout avec soin et attention aux détails, comme si chaque tâche était une forme de se racheter de quelque chose qu'elle n'avait jamais commis. Ses collègues étaient cordiaux mais distants. Marine ne participait pas aux conversations animées pendant la pause, ne riait pas des blagues racontées dans le vestiaire. Elle s'asseyait dans un coin, mangeait son pain beurré en silence et retournait au travail dès que l'horloge le permettait. Certains la trouvaient hautaine, d'autres juste étrange. Personne n'imaginait que, derrière, cette façade d'indifférence, existait une femme qui désirait désespérément être vue, comprise, aimée. Mais la peur était plus grande que le désir. Marine avait peur des hommes. Pas tous, pas toujours. Mais la peur était là, profondément enracinée dans sa psyché. À l'internat, un professeur d'éducation physique l'observait avec un regard qui la faisait se sentir sale. Il ne l'a jamais touchée, mais les mots qu'il murmurait en passant près d'elle suffisaient à planter des graines de terreur. Elle n'avait que 12 ans et ne comprenait pas pourquoi cela lui faisait si honte. Plus tard, à 16 ans,
L'un des jardiniers tenta de l'acculer dans un coin isolé de la cour. Marine cria, et il recula, mais la sensation de vulnérabilité ne l'a jamais quitté. Depuis lors, elle évitait les situations qui exigeaient une proximité physique. Elle n'a jamais eu de petit ami, n'a jamais embrassé, n'a jamais permis à quiconque de franchir la barrière invisible qu'elle avait construite autour d'elle-même. La virginité qu'elle portait n'était pas un emblème de pureté ou de dévotion religieuse. C'était une armure, une protection contre la douleur d'être exposée, d'être touchée, d'être vue dans sa vulnérabilité la plus crue. À 26 ans, Marine vivait dans une petite chambre louée dans le 13e arrondissement de Paris, partageant l'appartement avec 3 autres femmes qui travaillaient à des horaires différents. Elles se rencontraient rarement. La vie de Marine se résumait au travail, à sa chambre exiguë et aux rares moments de solitude où elle permettait à sa véritable passion d'émerger, l'art. Depuis son enfance, Marine dessinait. À l'internat, elle volait des morceaux de papier dans les poubelles et des crayons cassés dans les salles de classe. Elle dessinait des fleurs, des oiseaux, des paysages imaginaires. Elle dessinait des mondes où elle était libre, où le toucher ne faisait pas peur, où l'amour ne faisait pas mal. En grandissant, elle commença aussi à écrire. De petits poèmes, des fragments de pensée, des réflexions sur la douleur et l'espoir. Avec le temps, elle découvrit l'aquarelle, et ses dessins timides prirent des couleurs vibrantes, des couches de sens. C'étaient des œuvres qui parlaient de solitude, mais aussi d'une force silencieuse, de fissures qui laissaient entrer la lumière. Marine gardait tout caché. Elle rangeait ses aquarelles et ses poèmes dans une boîte en carton sous son lit, comme s'il s'agissait de secrets honteux. Elle ne les avait jamais montrés à personne. Elle pensait qu'il n'était pas assez bon, que personne ne s'y intéresserait, qu'exposer son art serait comme exposer son âme, et c'était trop risqué. À l'immeuble Panorama, Marine avait une superviseuse nommée Claudine, une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux teints en blond platine et aux ongles toujours impeccables. Claudine était mariée, mais malheureuse, et déversait ses frustrations sur ses subordonnés. Elle avait une manière cruelle d'humilier, toujours avec un faux sourire aux lèvres, toujours devant d'autres personnes, pour que l'humiliation soit publique et, par conséquent, plus efficace. Marine était une cible facile, silencieuse, soumise, incapable de se défendre. Claudine la réprimanda plusieurs fois pour des erreurs inexistantes, l'accusa de paresse alors que Marine était clairement épuisée, ridiculisa son apparence discrète et ses vêtements simples. Marine supportait tout en silence, baissant la tête, mordant sa lèvre, ravalant ses larmes. Mais ce que Marine ignorait, c'est que Claudine avait une raison spécifique de la haïr. Gabriel Dubois, le propriétaire de l'immeuble Panorama, observait Marine. Pas de manière évidente, pas de manière que quiconque puisse remarquer, mais Claudine le remarqua. Claudine, qui depuis des années tentait d'attirer l'attention de Gabriel avec des sourires insinuants, des vêtements décolletés et des conversations stratégiquement placées, nota qu'il regardait cette fille insignifiante avec une attention qu'il ne lui avait jamais accordée. Et cela la remplissait d'une jalousie venimeuse. Gabriel Dubois avait 34 ans et était le propriétaire d'une fortune bâtie avec beaucoup d'efforts. Il avait hérité de l'immeuble de son père, décédé 8 ans auparavant, le laissant responsable non seulement des affaires, mais aussi de sa jeune sœur, Sophie. Sophie avait 22 ans et était née avec le syndrome de Down. C'était une jeune femme douce, intelligente et pleine de vie, mais elle exigeait des soins spéciaux. Leur mère était partie quand Sophie n'était qu'un bébé incapable de faire face à la réalité d'avoir une fille ayant des besoins spéciaux. Le père, un homme rigide et distant, ne s'était jamais remis de l'abandon et avait élevé ses enfants avec une sévérité émotionnelle, enseignant à Gabriel que les sentiments étaient des faiblesses et que la responsabilité passait avant tout. Gabriel grandit en étant le pourvoyeur, le protecteur, l'homme qui résolvait les problèmes. Il apprit à calculer, à planifier, à contrôler. Mais il n'apprit jamais à se connecter émotionnellement avec d'autres personnes. Il avait peu d'amis, aucune relation durable. Les femmes qui s'approchaient de lui étaient intéressées par son compte en banque, pas par qui il était vraiment. Avec le temps, Gabriel s'habitua à la solitude. Il commença à éviter les interactions sociales inutiles, préférant la compagnie des feuilles de calcul, des rapports et des chiffres.
Il développa une légère phobie sociale, non invalidante mais suffisamment présente pour faire des rencontres et des réunions une source constante d'inconfort. Ce que personne ne savait, c'est que Gabriel observait les gens. Il observait beaucoup. Et, depuis quelques semaines, il avait commencé à observer Marine. Il ne savait pas expliquer pourquoi. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle se déplaçait, toujours avec prudence, toujours silencieuse. Quelque chose dans la manière dont elle baissait les yeux quand quelqu'un passait, comme si elle s'excusait d'exister. Gabriel reconnaissait cela. Il reconnaissait la solitude, la peur, la sensation d'être déplacé dans le monde. Il la voyait arriver tous les matins, ponctuelle, avec son uniforme impeccable et ses cheveux attachés. Il voyait comme elle nettoyait avec une attention méticuleuse, comme si chaque tâche était importante. Il voyait aussi comment Claudine la traitait, et cela le dérangeait profondément. Mais Gabriel ne savait pas comment intervenir. Il n'était pas bon avec les mots, ne savait pas comment offrir du réconfort. Alors il se contentait d'observer en silence, espérant que peut-être, un jour, il trouverait le courage de s'approcher. La nuit où tout changea fut un mardi pluvieux de juin. Paris était plongé dans une violente tempête, de celles qui paralysent la ville. Le ciel était noir, des éclairs zébraient à l'horizon et le vent hurlait entre les immeubles. Marine était en train de terminer son service lorsque Claudine l'appela pour une conversation dans la salle des matériaux de nettoyage. Marine savait que rien de bon n'en sortirait, mais elle n'avait d'autre choix que d'obéir. À l'intérieur de la petite pièce exiguë, Claudine ferma la porte et croisa les bras. Son visage était tordu dans une expression de colère mal dissimulée. « Tu te crois maligne, n'est-ce pas, Marine ?» dit Claudine, crachant le nom comme si c'était une insulte. « Tu crois que personne ne remarque ?» Marine cligna des yeux, confuse. « Remarque quoi, madame ?»« Ne fais pas l'innocente. Je sais que tu dragues le docteur Gabriel. J'ai vu comment tu le regardes. » Marine sentit son sang se glacer. « Je n'ai jamais... » commença-t-elle, mais Claudine l'interrompit. « Tais-toi. Tu n'es personne, tu comprends. Une petite femme de ménage. Tu crois qu'un homme comme lui te regarderait? Tu crois que tu as une chance? Tu es pathétique. » Les mots étaient des lames affûtées, coupant profondément. Marine sentit les larmes monter, mais lutta pour les retenir. Elle ne voulait pas donner à Claudine la satisfaction de la voir pleurer. « De plus, » continua Claudine, s'approchant, les yeux brillants de malice, « je vais te licencier. Je n'ai pas besoin de gens incompétents ici. Tu es lente, inattentive, tu ne sers à rien. » Marine savait que ce n'était pas vrai. Elle savait que Claudine mentait, que la raison derrière ses accusations était pure jalousie. Mais l'injustice faisait plus mal que n'importe quelle vérité. Elle sentit sa poitrine se serrer, l'air se raréfier. Elle devait sortir de là. Elle devait respirer. Sans dire un mot, Marine poussa la porte et s'enfuit en courant. Elle traversa le couloir, descendit les escaliers de secours, passa par le hall vide. Le gardien de nuit cria quelque chose, mais elle n'entendit pas. Elle voulait juste fuir, être loin, disparaître. La pluie la frappa dès qu'elle sortit du bâtiment. C'était une pluie forte, glaciale, qui la trempa en quelques secondes. Marine n'avait pas de parapluie. Elle n'avait pas de manteau. Elle portait seulement son uniforme bleu marine en tissu fin et une paire de baskets usées. Mais elle ne s'en souciait pas. Elle marcha sur le trottoir vide, les épaules courbées, les bras croisés sur la poitrine. La pluie lavait son visage, se mêlant aux larmes qui coulaient enfin librement. Elle marcha sans direction, sans destination. Elle marcha, sentant le froid pénétrer ses os, l'eau couler sur ses cheveux, son cou, son dos. C'était comme si la tempête extérieure reflétait la tempête intérieure qu'elle avait toujours portée. Et pendant quelques instants, Marine souhaita que la pluie l'emporte, la dissolve, la fasse disparaître. C'est alors qu'elle entendit une voix. « Attendez !» Marine s'arrêta. Elle se retourna lentement. À travers le rideau de pluie, elle vit une silhouette s'approcher. Un homme grand, aux épaules larges, vêtu d'un costume sombre déjà trempé. Il tenait un manteau dans ses mains. Gabriel Dubois. Marine resta paralysée. Ses yeux s'écarquillèrent. Son cœur s'emballa. Il était là, sous la pluie, la regardant avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas du jugement. C'était quelque chose de plus doux, de plus profond. « Vous allez tomber malade, » dit Gabriel, la voix ferme mais douce.
Il tendit le manteau vers elle. « S'il vous plaît, prenez-le. » Marine regarda le manteau, puis lui. Son corps entier tremblait, mais pas seulement à cause du froid. C'était la peur. Peur de s'approcher, peur d'accepter de l'aide, peur que ce geste de bonté se transforme en quelque chose qui la blesserait. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle, sa voix presque inaudible sous le bruit de la pluie. Gabriel fronça les sourcils. « Pourquoi pas ?» Marine baissa les yeux. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. « J'ai peur. » « Peur de moi ?» Elle hocha la tête, toujours incapable de le regarder. Gabriel resta silencieux un long moment. Puis, d'un mouvement prudent, il recula d'un pas, augmentant la distance entre eux. Il posa le manteau sur son épaule sans la toucher, laissant simplement le tissu tomber doucement. « Je ne vous ferai pas de mal, » dit-il, la voix basse, presque un murmure. « Jamais. » Marine leva les yeux et rencontra les siens. Ils étaient sombres, profonds, mais il y avait une tristesse en eux qu'elle reconnaissait, une solitude qui reflétait la sienne. Et, pour une raison quelconque, cela lui fit sentir que peut-être, juste peut-être, il disait la vérité. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Gabriel hésita. « Je vous ai vu partir en courant. J'étais inquiet. »« Personne ne s'est jamais soucié de moi auparavant, » dit Marine, et la phrase sortit plus comme une confession qu'une déclaration. « Eh bien, maintenant quelqu'un s'en soucie, » répondit Gabriel. Ils restèrent là, immobiles, sous la pluie, deux étrangers unis par une solitude partagée. Marine ne savait pas quoi dire, quoi faire. Une partie d'elle voulait fuir à nouveau, mais une autre partie, une petite partie fragile qui était endormie depuis des années, voulait rester. « Vous devez vous abriter de la pluie, » dit Gabriel, rompant le silence. « Je peux vous appeler un taxi. » Marine hocha la tête, incapable de parler. Gabriel prit son téléphone portable, mais réalisa qu'il était trop mouillé pour fonctionner. Il regarda autour de lui, cherchant une solution, puis il désigna l'entrée de l'immeuble. « Rentrons à l'intérieur, juste le temps. Que la pluie se calme un peu. » Marine le suivit, les pas incertains, le manteau lourd sur les épaules. Ils entrèrent dans le hall vide. Le gardien les regarda surpris, mais Gabriel lui fit signe de ne pas s'approcher. Marine tremblait violemment maintenant, ses dents claquaient, sa peau était pâle. Gabriel la guida vers l'un des canapés du hall. « Vous êtes glacée, je vais chercher une serviette. » Il disparut un instant et revint avec quelques serviettes propres. Il les tendit à Marine qui les accepta de main tremblante et commença à se sécher le visage, les cheveux. Gabriel s'éloigna, lui laissant de l'espace, mais resta à proximité, l'observant avec inquiétude. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement. Marine ne répondit pas immédiatement. Elle ne savait pas si elle devait raconter, si elle avait le droit de se confier à un étranger, même si cet étranger était le propriétaire de l'immeuble où elle travaillait. Mais les mots commencèrent à sortir, lentement, hésitants. « Ma superviseuse a dit qu'elle allait me licencier. » « Pourquoi ? Parce qu'elle pense que je... » Marine s'arrêta, incapable de continuer. Ses joues rougirent de honte. Gabriel comprit. Il inspira. Profondément, la mâchoire serrée. « Claudine a dit ça ?» Marine hocha la tête. « Elle n'a aucune autorité pour licencier qui que ce soit, » dit Gabriel, la voix ferme. « C'est moi qui l'ai. Et vous ne perdrez pas votre emploi. » Marine le regarda surprise. « Pourquoi faites-vous ça ?» Gabriel hésita à nouveau. Il ne savait pas comment expliquer que, d'une certaine manière, il ressentait une connexion avec cette femme qu'il connaissait à peine. Il ne savait pas comment dire qu'il voyait en elle un reflet de lui-même. « Parce que ce n'est pas juste, » dit-il finalement, « et parce que vous ne méritez pas d'être traité ainsi. » Marine sentit quelque chose bouger en elle. Une sensation étrange, inconnue. Ce n'était pas exactement de l'espoir, mais c'était peut-être le début de celui-ci. Ils restèrent là quelques minutes de plus en silence, écoutant la pluie frapper les fenêtres. Et, pour la première fois depuis longtemps, Marine ne se sentit pas complètement seule. Les jours qui suivirent cette nuit pluvieuse furent différents. Marine ne savait pas expliquer exactement ce qui avait changé, mais elle sentait que quelque chose en elle avait bougé, comme une pierre qui, après des années au même endroit, avait enfin roulé de quelques centimètres. Petit, mais significatif. Gabriel avait tenu parole. Le lendemain matin, Claudine fut appelée à son bureau. Marine ne sut pas exactement ce qui fut dit lors de cette conversation, mais quand Claudine sortit,
Son visage était rouge de colère contenue et ses yeux brillaient d'une humiliation apparente. À partir de ce jour, Claudine regardait à peine Marine. Il n'y avait plus de commentaires méchants, plus d'humiliation publique. Juste un silence froid et distant. Marine aurait dû être soulagée, et en partie elle l'était, mais elle ressentait aussi un nouvel inconfort, une culpabilité irrationnelle. Elle n'aimait pas causer de problèmes, être la cause de conflits. Elle préférait l'invisibilité à l'attention, même si cette attention venait de quelqu'un qui la protégeait. Gabriel, quant à lui, ne mentionna pas l'incident. Les premiers jours après cette nuit, Marine le vit à peine. Il restait dans son bureau au 23e étage, une sorte de forteresse de verre et d'acier où peu de gens avaient accès. Marine nettoyait les étages inférieurs, montant rarement jusqu'à là. Mais de temps en temps, elle le croisait dans l'ascenseur ou dans le hall. Quand cela arrivait, il lui faisait un bref signe de tête, un geste discret, presque imperceptible. Elle répondait par un signe de tête encore plus timide, les yeux se détournant rapidement. Mais Gabriel était présent d'autres manières, petite, subtile, presque invisible. Une semaine après la nuit de pluie, Marine trouva un parapluie neuf appuyé contre son casier dans le vestiaire. C'était un parapluie simple, noir, sans rien de spécial, mais il était accompagné d'un discret billet qui disait simplement « Pour les jours de pluie ». Il n'y avait pas de signature, mais Marine savait qu'il l'avait laissé là. Son cœur s'accéléra et elle rangea le parapluie avec soin, comme si c'était un trésor. Quelques jours plus tard, pendant la pause, elle trouva une petite boîte sur la table de la cafétéria. À l'intérieur, il y avait un petit chocolat artisanal enveloppé dans du papier doré. Un autre billet l'accompagnait. « Tout le monde mérite un peu de douceur ». Marine mangea le chocolat lentement, savourant chaque morceau, sentant que ce n'était pas seulement la douceur qui réchauffait sa poitrine, mais le geste en lui-même. Gabriel ne s'approchait pas directement. Il ne forçait pas les conversations, n'envahissait pas son espace. Il semblait comprendre instinctivement que Marine avait besoin de temps, d'une distance de sécurité. Mais il laissait des traces de gentillesse, des miettes d'attention qu'elle recueillait avec une gratitude silencieuse. Marine commença à sourire à nouveau. Pas beaucoup, pas pour tout le monde, mais elle souriait. De petits sourires qui fleurissaient quand elle s'y attendait le moins, quand elle ouvrait son casier et voyait le parapluie, quand elle passait devant la réception et que le gardien, qui la remarquait à peine auparavant, la saluait avec cordialité, quand elle réalisa que le monde, peut-être, n'était pas entièrement hostile. Cependant, la peur était toujours là, enracinée, pulsante. Marine continuait d'éviter le toucher, le contact physique. Quand quelqu'un la heurtait accidentellement, son corps se raidissait et elle avait besoin de quelques secondes pour se ressaisir. Elle se sentait ridicule pour cela, enfantine, mais elle ne pouvait pas contrôler. Parfois, la nuit, allongée dans sa chambre exiguë du 13e arrondissement de Paris, Marine pensait à Gabriel. Elle essayait de comprendre pourquoi il se souciait, ce qu'il voyait en elle. Était-ce de la pitié, de la charité, ou y avait-il quelque chose de plus? Et, s'il y avait quelque chose de plus, qu'est-ce que cela signifiait? Marine ne savait pas comment gérer ces questions. Alors elle les repoussait, les enfouissait profondément et essayait de dormir. Gabriel, cependant, pensait aussi à elle. Plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. Il ne comprenait pas complètement ce qui l'attirait chez Marine. Ce n'était pas une beauté conventionnelle, bien qu'elle eût un visage délicat, de grands yeux expressifs. Ce n'était pas sa personnalité extravertie, car elle était tout le contraire. Mais il y avait quelque chose dans sa fragilité, dans la façon dont elle luttait pour rester entière malgré tout, qui touchait quelque chose de profond en lui. Gabriel reconnaissait cette lutte. Lui-même menait ses propres batailles silencieuses. La phobie sociale qui le faisait éviter les événements et les réunions inutiles. La difficulté à exprimer ses émotions, à se connecter avec d'autres personnes. La sensation constante d'être en dehors, d'observer la vie se dérouler sans y participer réellement. Et il y avait Sophie, sa sœur, sa responsabilité, sa joie et son fardeau. Gabriel aimait Sophie profondément, mais il ne pouvait pas nier que s'occuper d'elle seule était épuisant. Sophie fréquentait une institution spécialisée pendant la journée où elle apprenait des compétences pratiques et socialisait avec d'autres jeunes. Mais le soir et le week-end, Gabriel était son seul soutien.
Il l'aidait avec des tâches simples, l'emmenait en promenade, s'assurait qu'elle prenait ses médicaments. C'était une routine qu'il avait acceptée sans question, mais qui, parfois, le laissait épuisé et solitaire. Gabriel n'avait jamais eu de relation sérieuse. Il y avait eu quelques femmes au fil des ans, des rencontres occasionnelles, des relations brèves qui n'avaient jamais évolué vers quelque chose de significatif. Les femmes qui s'intéressaient à lui voulaient généralement quelque chose qu'il ne pouvait pas donner. Une attention constante, une vie sociale agitée, des voyages spontanés. Gabriel était prévisible, réservé, engagé, dans ses responsabilités. Et tôt ou tard, elle se lassait et partait. Il avait accepté que, peut-être, il n'était pas fait pour les relations, que la solitude était son destin. Mais, en observant Marine, en voyant sa propre solitude reflétée en elle, Gabriel sentit quelque chose s'éveiller, une envie de s'approcher, de briser les barrières que tous deux avaient construites. Il ne savait pas comment faire, mais il voulait essayer. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Un jeudi après-midi, Gabriel était dans son bureau, révisant des contrats, lorsque sa secrétaire, Madame Cécile, une femme d'une 60aine d'années qui travaillait avec lui depuis des décennies, frappa à la porte. « Docteur Gabriel, puis-je entrer ?»« Bien sûr, Madame Cécile. » Elle entra, portant une petite toile encadrée. « J'ai trouvé ceci dans le dépôt du 12e étage. Ça a dû tomber de quelque part pendant le nettoyage. J'ai trouvé cela si beau que j'ai pensé que vous aimeriez le voir. » Gabriel prit la toile et, en la regardant, sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était une aquarelle, délicate, vibrante, mais chargée d'une profonde mélancolie. Elle représentait une fenêtre ouverte, avec des rideaux flottants, et, à l'extérieur, un ciel orageux. Mais sur le rebord de la fenêtre, il y avait une seule fleur rouge, petite et résistante, défiant la tempête. La technique était simple, presque amateur, mais il y avait une émotion brute qui touchait Gabriel d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. C'était comme si la peinture lui parlait directement, comme si la personne qui l'avait créée comprenait parfaitement ce que c'était de vivre au milieu de la tempête et, malgré tout, d'essayer de fleurir. « Savez-vous à qui elle appartient ?» demanda Gabriel. Madame Cécile secoua la tête. « Aucune idée. Elle était dans une boîte dans le dépôt avec de vieux papiers. Elle a dû être oubliée par quelqu'un. » Gabriel observa la toile quelques secondes de plus, puis la posa délicatement sur son bureau. « Je vais enquêter. Merci, Madame Cécile. » Elle sortit et Gabriel resta seul avec la peinture. Il passa légèrement ses doigts sur le cadre, sentant une connexion inexplicable avec cette œuvre. Qui que l'eût créée connaissait la douleur et l'espoir. Les jours suivants, Gabriel tenta de découvrir qui était l'artiste. Il demanda discrètement à quelques employés, mais personne ne savait. La boîte où la toile avait été trouvée contenait d'anciens documents, certains appartenant à des entreprises qui n'opéraient plus dans l'immeuble. Cela semblait être une impasse, mais Gabriel n'abandonna pas. Quelque chose en lui insistait sur le fait que cette peinture était importante, qu'il devait découvrir qui l'avait faite. Alors il décida d'agir autrement. Il plaça la toile sur un petit support improvisé à la réception de l'immeuble, avec un billet à côté. Recherche l'artiste de cette œuvre. Veuillez contacter l'administration. Marine vit la peinture le lundi suivant, en arrivant pour son service. Elle passait devant la réception quand quelque chose l'arrêta. Elle se retourna lentement et en voyant la toile exposée, sentit son sang se glacer. C'était la sienne. C'était l'une de ses aquarelles. Son cœur s'emballa. Ses mains commencèrent à trembler. Comment cela avait-il pu arriver là? Elle se souvenait de cette peinture. Elle l'avait faite quelques mois auparavant, lors d'une nuit particulièrement difficile, quand la solitude pesait comme du plomb. Elle l'avait rangée dans une chemise avec d'autres, mais la chemise se trouvait dans la boîte sous son lit. Comment était-elle arrivée à l'immeuble? Et puis Marine se souvint. Des semaines auparavant, elle avait apporté la boîte au travail parce qu'elle avait besoin d'espace dans sa chambre. Elle prévoyait de la laisser temporairement au dépôt jusqu'à ce qu'elle puisse louer un espace plus grand. Mais, au milieu de la confusion d'être humiliée par Claudine, elle avait complètement oublié la boîte. Probablement quelqu'un l'avait trouvée et en fouillant le contenu avait découvert la peinture. Marine sentit la panique monter. C'était son âme exposée, sa vulnérabilité transformée en art, maintenant exposée à la vue de tous. Elle ne pouvait pas permettre cela.
Elle ne pouvait pas. Elle regarda autour d'elle, désespérée. La réception était vide. Le gardien parlait au téléphone, distrait. Marine s'approcha de la toile, les mains toujours tremblantes, et lut le billet. Recherche l'artiste. Elle aurait dû reprendre la toile, la cacher, faire comme si rien de tout cela n'existait. Mais elle n'y parvint pas. Quelque chose l'en empêcha. C'était peut-être la peur d'être découverte. Ou peut-être, au fond, une partie d'elle désirait être vue. Marine recula, respirant profondément, et se dirigea vers le vestiaire. Elle se changea machinalement, l'esprit tourbillonnant. Que devait-elle faire? Se révéler? Rester silencieuse? Et si quelqu'un découvrait? Et si Gabriel découvrait? Tout au long de la journée, Marine tenta de se concentrer sur son travail, mais c'était impossible. Chaque fois qu'elle passait devant la réception, elle regardait la toile, et son estomac se nouait. Elle voyait d'autres personnes s'arrêter pour l'observer aussi. Certaines commentaient les couleurs, d'autres l'émotion transmise. Marine écoutait tout de loin, le visage brûlant de honte et étonnamment un peu de fierté. À la fin de son service, alors qu'elle rangeait les matériaux de nettoyage, Marine sentit une présence derrière elle. Elle se retourna et trouva Gabriel debout là, les mains dans les poches, le regard hésitant. « Marine, dit-il, la voix douce. Puis-je vous parler ?» Elle hocha la tête, incapable d'articuler des mots. Gabriel regarda autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls, et continua. « J'ai vu que vous avez regardé la peinture aujourd'hui, plusieurs fois. » Le cœur de Marine s'accéléra encore plus. « commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment finir. « C'est la vôtre, n'est-ce pas ?» dit Gabriel, et ce n'était pas une question. Marine déglutit. Elle voulait nier, mais elle n'y parvenait pas. Elle ne pouvait pas lui mentir. Alors elle hocha simplement la tête, les yeux fixés sur le sol. Gabriel fit un pas en avant, mais s'arrêta en réalisant que Marine avait reculé instinctivement. Il soupira, gardant ses distances. « C'est magnifique, dit-il. Vraiment magnifique. » Marine leva les yeux, surprise. « Vous aimez ? Beaucoup. Il y a quelque chose en elle qui... » Gabriel hésita, cherchant les mots justes. « Qui me parle ?» Comme si la personne qui l'a peinte comprenait ce que c'est que de se sentir perdu, mais de continuer à essayer malgré tout. Les mots frappèrent Marine comme une vague. Personne n'avait jamais compris ces peintures ainsi. Personne ne les avait jamais vues en fait. Et là se trouvait Gabriel, non seulement en train de regarder, mais de voir, de vraiment voir. « C'est juste un hobby », murmura Marine, détournant à nouveau le regard. « Ce n'est rien de professionnel. » « Il n'est pas nécessaire d'être professionnel pour être significatif, » dit Gabriel. « L'art n'est pas une question de technique, c'est une question de ce que vous transmettez, et vous transmettez beaucoup. » Marine sentit les larmes monter, mais elle les retint. « Pourquoi l'avez-vous mise à la réception ?»« Parce que je voulais trouver l'artiste. Et parce que je pensais que quelque chose d'aussi beau méritait d'être vu. » Marine secoua la tête. « Je ne veux pas que les gens voient. C'est trop personnel. » Gabriel hocha la tête, comprenant. « Je vais retirer la toile. Je suis désolé si je vous ai mise mal à l'aise. Ce n'était pas mon intention. » Marine voulait dire que tout allait bien, qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Alors, elle murmura simplement un « merci », presque inaudible. Gabriel l'observa un instant de plus, puis dit quelque chose qui l'a surpris. « Vous avez d'autres peintures ?» Marine hésita, puis hocha la tête. « J'aimerais les voir, seulement si vous le souhaitez, bien sûr, sans pression. » Marine ne savait pas quoi répondre. Une partie d'elle voulait crier non, que c'était trop intime, trop vulnérable. Mais une autre partie, cette petite partie fragile qui désirait être vue, murmura oui. « Je dois réfléchir, » dit-elle finalement. Gabriel sourit, un sourire petit mais sincère. « Bien sûr. Quand et si vous le souhaitez, je serai là. » Il s'éloigna alors, laissant Marine seule avec ses pensées tumultueuses. Elle resta là immobile pendant de longues minutes, le cœur battant fort, l'esprit essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Marine prit la boîte sous son lit et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait des dizaines d'aquarelles, de poèmes manuscrits, d'esquisses inachevées.
Elle regarda chacune d'elles, se remémorant le moment où elle les avait créées, les émotions qui les avaient inspirées. C'étaient des morceaux d'elle, des fragments de son âme. Et pour la première fois, Marine se demanda si peut-être, juste peut-être, il était sûr de partager ces morceaux avec quelqu'un, avec Gabriel. Les jours suivants furent étranges. Marine continuait son travail, mais il y avait maintenant une nouvelle tension dans l'air. Gabriel ne la pressa pas, ne mentionna plus les peintures. Mais chaque fois qu'ils se croisaient, il souriait, et ce sourire disait « Je suis là, quand vous serez prête ». Et puis, un vendredi après-midi, Marine prit une décision. Les mains tremblantes, elle prit 3 de ses aquarelles préférées, les enveloppa soigneusement dans du papier Kraft et laissa le paquet à la réception adressé à Gabriel Dubois. Elle n'écrivit aucun billet explicatif. Elle n'en avait pas besoin. Quand Gabriel reçut le paquet, il l'ouvrit dans son bureau seul. En voyant les peintures, il sentit quelque chose s'ouvrir en lui. Chacune était différente, mais toutes portaient la même émotion profonde. L'une représentait une porte entr'ouverte avec de la lumière s'échappant. Une autre, une main tendue vers un ciel étoilé. La troisième, un pont sur une rivière tumultueuse, fragile, mais résistant. Gabriel passa des heures à observer chaque détail, chaque coup de pinceau. Et, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas seul. Car là, dans ses peintures, se trouvait quelqu'un qui comprenait. Quelqu'un qui, comme lui, luttait contre sa propre solitude et cherchait désespérément un moyen de traverser le pont vers l'autre rive. Le lendemain, Marine trouva une enveloppe glissée sous son casier. À l'intérieur, il y avait une simple carte avec seulement quelques mots manuscrits. « Merci de partager cela avec moi. Vous êtes plus courageuse que vous ne l'imaginez. » Marine rangea la carte avec ses peintures et pour la première fois depuis des années, elle se permit de ressentir quelque chose d'approchant l'espoir. Octobre arriva, apportant la chaleur typique du printemps parisien. Les jacarandas fleurissaient dans les rues, peignant la ville de violet, et l'air avait cette odeur caractéristique de pluie imminente, mais qui hésitait encore. Marine sentait que quelque chose changeait aussi en elle, comme si le printemps n'était pas seulement dehors, mais commençait à bourgeonner, timidement, dans sa poitrine. Depuis qu'elle avait partagé ses peintures avec Gabriel, quelque chose s'était déplacé entre eux. Ce n'était pas une amitié déclarée, ni une romance évidente. C'était quelque chose de plus subtil, de plus profond, une compréhension silencieuse. Il continuait de laisser de petits gestes sur son chemin, un livre de poésie française qui apparut dans son casier, une tasse de chocolat chaud dans la cafétéria par un matin froid, un simple billet avec une phrase de Marguerite Duras. « La liberté est peu. Ce que je désire n'a pas encore de nom. » Marine gardait chaque billet comme un trésor. La nuit, dans sa chambre, elle relisait les mots, essayant de comprendre ce que Gabriel voulait dire. Il parlait par gestes et citations, jamais directement. Et elle, à son tour, répondait de la même manière. Elle laissait de petits dessins sur son chemin. Une fois, une esquisse au crayon d'une tasse de café fumante. Une autre fois, une petite aquarelle d'un oiseau sortant d'une cage ouverte. Il communiquait dans un langage propre, fait de symboles et de silence. Et étrangement, cela fonctionnait. Cependant, le passé n'est jamais vraiment enterré. Et celui de Marine était sur le point de ressurgir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. C'était un mardi quand Marine rentra chez elle et trouva une lettre glissée sous la porte de sa chambre. L'enveloppe était jaunie, comme si elle avait été conservée pendant des années, et il n'y avait pas d'expéditeur. Seulement son nom écrit à la main avec une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Marine prit la lettre de main tremblante et s'assit sur le lit. Son cœur battait déjà plus vite, comme si elle pressentait que quelque chose de mauvais allait arriver. Elle ouvrit lentement l'enveloppe, presque avec peur, et en retira la feuille de papier. Les premiers mots la frappèrent, comme un coup de poing. « Marine, vous souvenez-vous de moi? Je suis sœur Bénédicte du collège Notre-Dame-des-Grâces. Je sais que de nombreuses années se sont écoulées depuis que vous avez quitté notre institution, mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a bien longtemps. » Marine sentit l'air lui manquer. Sœur Bénédicte. Bien sûr qu'elle se souvenait.
C'était l'une des religieuses les plus sévères de l'internat, celle qui appliquait les punitions les plus dures, qui croyait que la discipline était la seule façon de sauver les âmes perdues des filles abandonnées. La lettre continuait. Pendant les années où vous avez été avec nous, nous vous avons traité avec rigueur parce que nous pensions que c'était juste. Mais maintenant, à la fin de ma vie, je réalise que nous avons échoué. Nous avons échoué avec vous et avec tant d'autres filles. La façon dont nous avons géré vos peurs, vos difficultés, a été cruelle. J'ai été cruel, et je vous demande pardon. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Votre mère ne vous a pas abandonné par choix. Elle était jeune, très jeune, et ses parents l'ont obligée à vous laisser à l'internat. Elle est revenue plusieurs fois à essayer de vous récupérer, mais nous l'en avons empêchée. Nous disions que c'était mieux pour vous, qu'elle n'avait pas les moyens de vous élever. Mais nous avions tort. Elle a beaucoup pleuré, Marine. Elle a supplié de vous voir, et nous avons refusé. Elle est décédée il y a 2 ans. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'autres enfants. Vous avez été l'amour de sa vie, et elle a passé toute son existence à se punir de vous avoir perdu. Elle a laissé une lettre pour vous, que je garde. Si vous le souhaitez, contactez-moi. Je dois vous rendre ce qui vous appartient de droit. La lettre se terminait par un numéro de téléphone et une adresse dans une petite ville de province du centre Val-de-Loire. Marine lut et relut la lettre d'innombrables fois. Les larmes coulaient sur son visage, brouillant les mots, mais elle ne s'arrêtait pas. Chaque phrase était un coup de poignard, rouvrant des blessures qu'elle pensait cicatriser. Sa mère ne l'avait pas abandonnée. Sa mère avait essayé. Sa mère l'avait aimée. Et Marine ne l'avait jamais su. La douleur était insupportable. C'était comme si tout ce qu'elle avait cru sur elle-même, sur son histoire, s'effondrait en un instant. Elle n'était pas la fille rejetée, indésirable. Elle était la fille volée. Volée d'un amour qui avait toujours existé, mais qui lui avait été refusé par des gens qui pensaient savoir ce qui était le mieux. Marine ne savait pas combien de temps elle resta là, assise sur le lit, tenant la lettre, pleurant. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Quand elle parvint enfin à bouger, il faisait déjà nuit. Elle regarda par la fenêtre et vit la ville illuminée dehors, indifférente à sa douleur. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de sortir, de marcher, de faire tout ce qui l'empêcherait de s'effondrer complètement. Marine quitta l'appartement sans but précis. Elle marcha dans les rues du 13e arrondissement de Paris, passant devant des bars bondés, des couples rieurs, des gens vivant leur vie normale. Tout semblait si lointain, si irréel. Comment le monde pouvait-il continuer à tourner alors que le sien venait d'être bouleversé? Elle ne réalisa pas où ses pieds la menaient avant de se retrouver devant l'immeuble Panorama. Il était tard, il était plus de 10 heures du soir. Le bâtiment était presque vide, seules quelques lumières allumées aux étages supérieurs. Marine leva les yeux et, sans réfléchir, entra. Le gardien de nuit, M. Georges, la reconnut et la salua. Marine murmura un faible bonjour et se dirigea vers l'ascenseur. Elle appuya sur le bouton du 23e étage. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle faisait cela. Elle ne savait pas si Gabriel serait là. Mais quelque chose l'attirait, un besoin désespéré de ne pas être seule à ce moment-là. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à l'étage de Gabriel. Le couloir était silencieux, éclairé seulement par les lumières de secours. Marine marcha lentement jusqu'à la porte de son bureau. Il y avait de la lumière à l'intérieur. Il était là. Elle frappa, doucement, presque inaudiblement. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis la porte s'ouvrit et Gabriel était là, la cravate desserrée, les manches de chemise retroussées, les cheveux légèrement ébouriffés. « Marine, dit-il, surpris. Que s'est-il passé ?» Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Les mots étaient coincés, étouffés par l'émotion. Gabriel l'observa un instant, puis, d'un geste prudent, ouvrit davantage la porte. « Entrez !» Marine entra dans le bureau. C'était un espace vaste, avec un mur entièrement vitré qui offrait une vue panoramique de Paris la nuit. Il y avait un grand bureau en bois sombre, des étagères remplies de livres et de documents, et un canapé en cuir dans un coin. Gabriel la guida vers le canapé et s'assit dans un fauteuil proche, gardant ses distances. « Voulez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, la voix douce. Marine inspira profondément, essayant de se contrôler. Puis, lentement, elle commença à parler. Elle raconta l'histoire de la lettre, de sœur Bénédicte,
de la mère qu'elle n'avait jamais connue mais qu'il avait aimée. Les mots sortaient entrecoupés, mêlés de sanglots. Mais elle ne s'arrêta pas. Pour la première fois de sa vie, Marine se permit de se confier entièrement. Gabriel l'écouta en silence sans l'interrompre. Son visage était grave, mais ses yeux reflétaient une profonde tristesse, une empathie sincère. Quand Marine eut fini, épuisée, il resta silencieux quelques instants, comme s'il traitait tout ce qu'il avait entendu. « Je suis désolé, dit-il finalement. Personne ne mérite de vivre ça. »« Je n'ai jamais su, » murmura Marine. « J'ai toujours cru qu'elle ne voulait pas de moi, que je n'étais pas assez bien pour être aimé. »« Vous avez toujours été assez bien, » dit Gabriel, la voix ferme. « L'erreur n'a jamais été la vôtre. » Marine leva les yeux et rencontra les siens. Il y avait quelque chose là, une intensité qui la faisait se sentir vue d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. « Pourquoi vous souciez-vous de moi » demanda-t-elle, la voix fragile. « Pourquoi faites-vous tout cela » Gabriel hésita. La question était directe et il n'était pas bon pour les réponses directes. Mais en regardant Marine, en voyant sa vulnérabilité, sa douleur, il sut qu'il ne pouvait pas fuir. « Parce que je vous comprends, » dit-il simplement. « Parce que quand je vous regarde, je vois quelqu'un qui lutte pour survivre dans un monde qui n'a pas été tendre. Et je sais ce que c'est. » Marine cligna des yeux, surprise. « Vous » Gabriel hocha la tête. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville dehors. « Ma mère nous a quittés quand j'avais 12 ans. Sophie n'en avait que 2. Elle n'a pas pu faire face à la réalité d'avoir une fille ayant des besoins spéciaux. Mon père ne l'a jamais pardonné et n'a jamais pardonné à Sophie non plus, d'une certaine manière. Il la blâmait, même sans le dire. Et moi, j'ai dû être l'adulte. J'ai dû prendre soin, pourvoir, protéger. Je n'ai jamais eu d'espace pour être vulnérable, pour admettre que j'avais peur, que j'étais seul. » Il fit une pause, la voix devenant plus basse. « J'ai appris à tout contrôler, les émotions, les relations, les situations, parce que si je ne contrôlais pas, tout s'effondrerait. Mais le prix de cela a été de ne jamais apprendre à vraiment me connecter avec personne. J'ai aussi peur de la proximité que vous. Seulement, dans mon cas, la peur se déguise en contrôle. » Marine se leva et s'approcha lentement. Gabriel se retourna et ils restèrent là, à quelques pas l'un de l'autre, 2 êtres brisés reconnaissant leur fissure mutuelle. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit Marine. « Je ne sais pas comment faire confiance, comment m'ouvrir, comment laisser quelqu'un entrer. »« Moi non plus, » répondit Gabriel. « Mais peut-être que nous pouvons apprendre ensemble. » Ils se regardèrent un long moment. Puis, dans une impulsion qui les surprit tous les deux, Marine tendit la main. Gabriel regarda sa main, hésita, puis la prit. Le toucher fut doux, prudent, mais significatif. C'était la première fois que Marine initiait un contact physique avec quelqu'un depuis des années. Le toucher ne dura que quelques secondes avant que Marine ne recule, le visage rougi. Mais ce fut suffisant. C'était un début. Les jours suivants furent difficiles pour Marine. La révélation sur sa mère l'avait profondément bouleversée, déterrant des émotions qu'elle avait enfouies depuis longtemps. Elle pensa à contacter sœur Bénédicte, à chercher la lettre que sa mère avait laissée. Mais elle n'était pas encore prête. La douleur était trop récente, trop vive. Gabriel, quant à lui, affrontait aussi ses propres batailles. Une semaine après la conversation dans le bureau, il eut une réunion importante avec des investisseurs étrangers. C'était une affaire cruciale qui pourrait développer considérablement ses entreprises. Mais la réunion ne se déroula pas comme prévu. Les investisseurs étaient agressifs, posèrent des questions difficiles, remettaient en question chaque décision. Gabriel, habituellement confiant et contrôlé, commença à sentir la pression monter. Sa poitrine se serra, sa respiration devint courte. Il reconnut immédiatement les signes. Une crise d'anxiété. Il s'excusa brusquement et quitta la salle de réunion, laissant tout le monde surpris. Il marcha rapidement dans le couloir, cherchant un endroit où il pourrait respirer, où il pourrait se ressaisir. Il finit dans une petite salle d'archives au 15e étage, vide et silencieuse. Gabriel s'adossa au mur, essayant de contrôler sa respiration, mais c'était comme si l'air n'arrivait pas à ses poumons. Ses mains tremblaient, son cœur s'emballait. Il ferma les yeux
essayant d'appliquer les techniques de respiration qu'il avait apprises, mais rien ne fonctionnait. C'est alors qu'il entendit une voix douce, « Gabriel ». Il ouvrit les yeux et vit Marine debout à la porte, les yeux écarquillés d'inquiétude. Elle était à l'étage, en train de nettoyer, et avait entendu son passage pressé. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, faisant un pas en avant. Gabriel voulait dire que oui, que tout était sous contrôle, mais il ne put mentir. Il secoua la tête, sa respiration toujours irrégulière. Marine n'hésita pas. Elle s'approcha de lui, lentement, puis fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle prit ses mains entre les siennes. Elles étaient petites, délicates, mais fermes. « Respirez avec moi, » dit-elle, la voix calme. « Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. » Gabriel tenta de suivre, se concentrant sur sa voix, sur le toucher doux de ses mains. Peu à peu, lentement, sa respiration commença à se normaliser. La pression sur sa poitrine diminua. Le tremblement de ses mains cessa. Ils restèrent là plusieurs minutes, Marine tenant les mains de Gabriel, guidant sa respiration. Et, à ce moment-là, les rôles s'inversèrent. Elle, qui avait toujours été la protégée, devint le soutien. Et lui, qui avait toujours porté le poids du monde sur ses épaules, se permit d'être vulnérable. Quand Gabriel se calma enfin, il regarda Marine avec une profonde gratitude. « Merci », murmura-t-il. Marine sourit, un sourire petit, mais sincère. « Vous avez fait la même chose pour moi. Il est juste que je vous rende l'appareil. » Gabriel réalisa alors qu'elle tenait toujours ses mains, et qu'elle ne semblait pas effrayée ou mal à l'aise. Elle semblait en fait tranquille. « Comment saviez-vous quoi faire ?» demanda-t-il. « J'ai des crises d'anxiété depuis l'enfance, » admit Marine. « J'ai appris quelques techniques au fil des ans. Elles ne fonctionnent pas toujours pour moi, mais j'ai pensé essayer avec vous. »« Ça a fonctionné, » dit Gabriel. « Très bien. » Ils se regardèrent, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension plus profonde. Une connexion qui allait au-delà des mots ou des gestes. C'était comme si, dans ces moments de vulnérabilité partagée, ils avaient vu l'essence l'un de l'autre, et ils n'avaient pas reculé. Les jours se transformèrent en semaines, et Marine et Gabriel continuèrent de se rapprocher, lentement, avec précaution. Il n'y avait pas de précipitation. Tous deux comprenaient que la guérison prenait du temps, que construire la confiance exigeait de la patience. Un samedi, Gabriel l'invita à rencontrer Sophie. Marine était nerveuse, mais elle accepta. Ils se retrouvèrent dans un parc du sud parisien où Sophie aimait nourrir les canards. Sophie était exactement comme Gabriel l'avait décrite, douce, joyeuse, pleine de vie. Elle serra Marine dans ses bras sans hésitation, et Marine, étonnamment, ne recula pas. Elle se sentait en sécurité avec Sophie, peut-être parce qu'il n'y avait pas de jugement là, seulement une pure acceptation. « C'est vous la dame aux peintures », dit Sophie souriante. « Gabriel me les a montrées. Elles sont très jolies. » Marine regarda Gabriel, surprise. « Vous les lui avez montrées ?» Gabriel haussa les épaules, un peu gêné. « Elle m'a demandé ce que je regardais avec tant d'attention. Je n'ai pas pu mentir. » Marine sentit son visage rougir, mais elle n'était pas en colère. En fait, elle était touchée. Gabriel n'appréciait pas seulement son art, mais il l'avait partagé avec la personne la plus importante de sa vie. Ils passèrent l'après-midi ensemble, tous les trois. Ils se promenèrent dans le parc, mangèrent du pop-corn, rirent de bêtises. C'était simple, mais significatif. Et pour la première fois, Marine sentit qu'elle faisait partie de quelque chose, d'une famille, même si elle n'était pas conventionnelle. Quand la nuit arriva et qu'ils se dirent au revoir, Sophie serra à nouveau Marine dans ses bras et lui murmura à l'oreille « Vous rendez mon frère heureux. » « Merci. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Marine pendant des jours. Elle rendait Gabriel heureux. L'idée était à la fois effrayante et merveilleuse. Novembre apporta les premières fortes pluies de la saison. Paris vivait sous un ciel en permanence gris, avec des orages qui réveillaient la ville au milieu de la nuit et des pluies qui transformaient les rues en rivières. C'était comme si le climat reflétait la tension croissante que Marine ressentait en elle. Elle avait pris une décision. Après des semaines d'hésitation, elle avait finalement décidé de contacter sœur Bénédicte. Elle avait besoin de la lettre de sa mère.
Elle avait besoin de connaître les mots qu'elle n'avait jamais pu entendre de son vivant. C'était effrayant, douloureux, mais nécessaire. Elle appela le numéro qui se trouvait sur la lettre. Une voix faible et fatiguée répondit. C'était sœur Bénédicte. Elle était maintenant dans une maison de retraite, âgée de 87 ans. Quand Marine se présenta, la religieuse pleura. Elle demanda pardon à plusieurs reprises, la voix étranglée par le remords et la culpabilité. Marine ne savait pas si elle parviendrait à pardonner complètement, mais elle dit qu'elle essaierait. Et elle fixa un voyage pour la fin du mois. Elle irait dans une petite ville de province du centre-Val de Loire, chercherait la lettre, clôturerait ce cycle. Gabriel proposa de l'accompagner. Marine fut tentée d'accepter, mais elle savait que c'était quelque chose qu'elle devait faire seule. Il comprit, bien que son inquiétude fût évidente dans ses yeux. Pendant ce temps, la vie à l'immeuble Panorama continuait. Marine et Gabriel avaient établi leur propre routine. Parfois, ils descendaient à l'étage où elle travaillait sous prétexte de vérifier quelque chose, mais tous deux savaient que c'était juste pour la voir. Ils échangeaient quelques mots, des sourires timides, puis chacun reprenait son chemin. C'étaient des rencontres brèves, mais significatives. Marine avait aussi commencé à passer quelques samedis chez Gabriel, apprenant à mieux connaître Sophie. La jeune femme l'avait adorée dès leur première rencontre, et Marine se sentait de plus en plus à l'aise en leur compagnie. Sophie avait une pureté qui calmait Marine, une façon de voir le monde sans complications, sans peur. C'était libérateur d'être près d'elle. Gabriel les observait interagir avec un sourire aux lèvres. Il voyait comment Marine, peu à peu, s'ouvrait, riait davantage, parlait davantage. C'était comme voir une fleur s'épanouir lentement après des années d'hibernation. Mais il y avait encore des barrières. Le toucher, par exemple. Depuis ce jour dans la salle d'archives, quand Marine avait tenu les mains de Gabriel pendant sa crise d'anxiété, ils avaient eu peu de contact physique. Un effleurement accidentel des mains ici, une brève poignée de main là. Rien de plus. Et tous deux sentaient qu'ils avaient besoin de temps. Il n'y avait pas de précipitation. Construire une intimité entre deux personnes si blessées exigeait délicatesse et patience. La nuit où tout changea fut un jeudi. Marine travaillait tard car une grande réunion devait avoir lieu le lendemain et l'immeuble devait être impeccable. Il était presque minuit quand elle finit enfin. Elle rangea les matériaux de nettoyage, se changea et se dirigea vers l'ascenseur. Elle appuya sur le bouton et attendit. Les portes s'ouvrirent et elle entra. Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur le rez-de-chaussée, elle entendit une voix familière. « Attendez !» C'était Gabriel. Il courait dans le couloir, une mallette sous le bras. Il entra dans l'ascenseur à côté d'elle, haletant. « Désolé, je terminais des rapports et j'ai perdu la notion du temps, » dit-il, passant la main dans ses cheveux. Marine sourit. « Moi aussi. On dirait que nous sommes les seuls qui restent ici. » Il lui rendit son sourire. « Au moins, nous avons de la compagnie pour la descente. » Gabriel appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. L'ascenseur commença à descendre doucement. Ils restèrent dans un silence confortable pendant quelques secondes. Puis, soudain, l'ascenseur fit un bruit étrange et s'arrêta brusquement. Les lumières clignotèrent une fois, deux fois, puis s'éteignirent complètement. Obscurité totale. Marine sentit la panique monter immédiatement. Son cœur s'emballa, sa respiration s'accéléra. L'obscurité la ramena à l'internat, aux nuits où elle était enfermée dans le placard, en punition d'avoir pleuré, d'avoir demandé sa mère. Les souvenirs la frappèrent comme des vagues violentes. « Marine !» La voix de Gabriel coupa l'obscurité. « Vous allez bien ?» Elle tenta de répondre, mais elle ne put pas. Sa gorge était serrée, l'air ne passait pas. Elle faisait une crise de panique. Gabriel le remarqua. Même sans voir, il sentit le changement dans sa respiration, le son de quelqu'un qui luttait pour respirer. « Marine, écoutez ma voix, » dit-il, s'approchant avec prudence. « Je suis là. Vous n'êtes pas seule. Je vais allumer la lampe de mon téléphone, d'accord ?» Une seconde plus tard, une faible lumière éclaira le petit espace. Gabriel était là, à quelques centimètres d'elle, tenant son téléphone. Le visage de Marine était pâle, les yeux écarquillés de terreur. « Respirez avec moi, » dit Gabriel, utilisant la même technique qu'elle avait utilisée avec lui. « Inspirez lentement. Oui, très bien. Maintenant, expirez. » Marine tenta de suivre, mais la panique était trop forte.
Elle se recroquevilla dans le coin de l'ascenseur, serrant ses genoux, tremblant violemment. Gabriel s'agenouilla devant elle, gardant une distance respectueuse, mais suffisamment proche pour qu'elle sache qu'il était là. « Puis-je toucher votre main ?» demanda-t-il, la voix douce. Marine hocha la tête, désespérée de trouver quelque chose qui l'ancrerait à la réalité. Gabriel prit sa main entre les siennes. Elle était glacée, tremblante. Il la réchauffa avec soin, la massant doucement. « Vous êtes en sécurité », répéta-t-il maintes et maintes fois. « Je suis là. Je ne laisserai rien vous blesser. » Peu à peu, très lentement, Marine commença à se calmer. La présence de Gabriel, la fermeté de sa voix, la chaleur de ses mains, tout l'aidait à revenir. Sa respiration se régularisa, le tremblement diminua. « Désolée, réussit-elle enfin à murmurer. « J'ai peur du noir. »« Pas besoin de vous excuser, » dit Gabriel. « Nous avons tous des peurs. » Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, en silence, se tenant simplement la main. Gabriel ne la lâcha pas, même quand Marine fut plus calme. Et elle ne demanda pas qu'il la lâche. Ce fut Marine qui rompit le silence. « Quand j'étais petite, à l'internat, elle m'enfermait dans le noir, dit-elle, la voix basse, quand je pleurais, quand je demandais ma mère. Elle disait que je devais apprendre à être forte, à ne pas être faible, mais je n'étais qu'une enfant. Je voulais juste être aimée. » Les mots sortirent comme une confession, quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Gabriel serra sa main plus fort, une pression réconfortante. « Vous méritiez d'être aimé, dit-il. Vous le méritez toujours. » Marine leva les yeux et rencontra les siens dans la faible lumière du téléphone. « Vous aussi, dit-elle. Vous le méritez aussi. » Gabriel déglutit. Personne ne lui avait jamais dit cela. Toute sa vie, il avait été le pourvoyeur, le protecteur, le responsable. Personne ne lui avait jamais demandé ce dont il avait besoin, ce qu'il désirait. « Je ne sais pas comment être aimé, » admit-il, la voix rauque. « Je ne sais pas comment laisser quelqu'un entrer. J'ai peur d'échouer, de ne pas être suffisant. »« Vous êtes déjà suffisant, » dit Marine, et il y avait tant de sincérité dans sa voix que Gabriel faillit y croire. Ils se regardèrent un long moment, et là, dans cette obscurité forcée, entourés de rien d'autre que leur propre vérité, les barrières commencèrent enfin à tomber. « Je n'ai jamais embrassé personne, » confessa Marine, le visage rougissant même dans la pénombre. « Je n'ai jamais permis à personne de s'approcher ainsi. J'ai toujours eu très peur. »« Peur de quoi ?» demanda Gabriel, sa voix douce. « D'être touché, d'être vu, de me donner et d'être rejeté, » dit Marine, les mots sortant d'un seul souffle. « À l'internat, j'ai appris que le toucher était dangereux, que mon corps était quelque chose à cacher, à réprimer. Et ensuite, en grandissant, la peur n'a fait qu'augmenter. Les hommes me regardaient d'une manière qui me faisait me sentir sale. Alors, j'ai construit des murs si hauts que personne ne pouvait passer. Et maintenant ?» demanda Gabriel, le cœur battant. « Maintenant ?» Marine hésita, puis continua. « Maintenant, je veux qu'il tombe, mais je ne sais pas comment. J'ai peur, mais aussi, je veux essayer. » Gabriel lâcha sa main et, d'un mouvement prudent, leva l'autre main pour toucher son visage. Il s'arrêta à quelques centimètres, attendant la permission. « Puis-je » Marine hocha la tête, respirant à peine. Gabriel toucha son visage du bout des doigts, si doucement que c'était presque imperceptible. Il traça la ligne de sa mâchoire, le contour de sa joue. Marine ferma les yeux, se permettant de sentir. C'était effrayant, mais aussi, étrangement, réconfortant. « Vous êtes magnifique, » murmura Gabriel. « Et courageuse, plus que vous ne l'imaginez. » Marine ouvrit les yeux et ils se regardèrent. Il y avait une tension dans l'air, une électricité que tous deux ressentaient, mais aucun des deux ne savait comment agir. C'est alors que les lumières de l'ascenseur se rallumèrent soudainement. L'air conditionné se mit en marche avec un ronflement, et l'ascenseur donna une secousse, reprenant sa descente. Tous deux clignèrent des yeux, s'ajustant, à la lumière soudaine. Gabriel recula, laissant de l'espace à Marine. Elle se leva, lissant ses vêtements, le cœur toujours battant, mais maintenant pour d'autres raisons. L'ascenseur arriva au rez-de-chaussée et les portes s'ouvrirent. Ils sortirent et le gardien de nuit arriva en courant. « Docteur Gabriel, vous allez bien ? Le système électrique a eu une panne, mais il est rétabli. »« Nous allons bien, Georges, » dit Gabriel. « Merci. »
Le gardien s'éloigna, et Gabriel et Marine restèrent là, immobiles dans le hall vide, ne sachant pas exactement quoi dire. « Je devrais y aller, » dit Marine finalement. « Il est tard. » Gabriel hocha la tête. « Laissez-moi vous appeler une voiture. » Marine accepta. Ils attendirent en silence jusqu'à l'arrivée de la voiture. Avant d'entrer, Marine se tourna vers Gabriel. « Merci, » dit-elle, « d'avoir été là, pour tout. » Gabriel sourit, un sourire petit mais sincère. « Toujours, » répondit-il. Marine monta dans la voiture et il la regarda partir. En retournant à l'intérieur de l'immeuble, Gabriel réalisa que quelque chose de fondamental avait changé entre eux cette nuit-là. Les mots prononcés dans l'obscurité, les confessions partagées, avaient créé une intimité qui n'existait pas auparavant. Et il en voulait plus. Il voulait connaître chaque couche de Marine, chaque histoire, chaque cicatrice. Il voulait être la personne avec qui elle se sentait en sécurité. Mais il savait aussi qu'il avait besoin de temps. Tous deux en avaient besoin. Les jours suivants, Marine réalisa que penser à Gabriel ne l'effrayait plus autant. En fait, elle avait commencé à attendre les moments où ils se croisaient, les billets qu'il laissait, les sourires échangés dans le couloir. Un samedi, Gabriel l'invita à dîner, juste eux deux. Marine était nerveuse, mais elle accepta. Il vint la chercher en fin d'après-midi, vêtue d'un jean et d'une chemise bleu clair, plus décontractée qu'elle n'avait l'habitude de le voir. Ils allèrent dans un restaurant italien discret à Saint-Germain-des-Prés, loin de l'agitation, avec des bougies sur les tables et une musique douce en fond. C'était romantique et tous deux le savaient, mais aucun des deux ne fuit la réalité. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout et de rien. Marine raconta ses peintures, son désir d'exposer un jour, mais sa peur du jugement. Gabriel raconta Sophie, la responsabilité qu'il ressentait, mais aussi l'amour inconditionnel qu'elle lui donnait. Quand le dessert arriva, un tiramisu à partager, Gabriel devint sérieux. « Marine, je dois vous dire quelque chose. » Elle sentit son estomac se nouer. « Quoi ? » Je ne suis pas bon avec les mots. Je ne l'ai jamais été. Mais vous devez savoir que vous êtes importante pour moi. Très importante. » Il hésita, cherchant les mots justes. « Je tiens à vous. Vraiment. » Marine sentit son cœur s'accélérer. « Je tiens aussi à vous, » admit-elle. « Mais j'ai peur. Peur de ne pas savoir comment faire, comment être avec quelqu'un. Nous ne savons pas tous les deux, dit Gabriel. Mais nous pouvons apprendre, ensemble, sans hâte, sans pression, à notre rythme. » Marine le regarda, cet homme qui, comme elle, portait ses propres blessures, ses propres peurs. Et elle réalisa que peut-être, juste peut-être, ils pourraient se guérir l'un l'autre. « J'aimerais ça, » dit-elle, la voix basse mais ferme. Gabriel sourit, et ce sourire illumina son visage d'une manière que Marine n'avait jamais vue. C'était sincère, heureux, plein d'espoir. En retournant à la voiture, Gabriel tint la main de Marine pendant qu'ils marchaient. Ce fut un geste simple, mais cela signifiait le monde pour eux deux. Marine ne recula pas. Elle n'eut pas peur. Elle ressentit en fait de la sécurité. Il la déposa à la porte de l'appartement. Avant qu'elle n'entre, Gabriel s'approcha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Marine ne recula pas. Elle resta là, le cœur battant fort, attendant. Gabriel lui embrassa le front, un baiser doux, chaste, mais chargé de promesses. « Bonne nuit, Marine, » murmura-t-il. « Bonne nuit, Gabriel, » répondit-elle. Et pour la première fois de sa vie, Marine s'endormit en sentant qu'elle n'était pas seule au monde, qu'il y avait quelqu'un qui la voyait, qui la comprenait, qui la voulait exactement telle qu'elle était. Décembre arriva, apportant la chaleur intense de l'été parisien, et avec elle une nouvelle énergie qui pulsait dans la poitrine de Marine. Elle était revenue transformée de son voyage dans une petite ville de province du centre-Val de Loire. La rencontre avec sœur Bénédicte avait été douloureuse, mais nécessaire. La religieuse était fragile, consumée par le remords, et pleura tant en voyant Marine qu'elle put à peine parler. La lettre de sa mère était conservée dans une enveloppe jaunie, scellée à la cire. Marine l'ouvrit seule, dans la chambre simple de l'hôtel où elle séjournait, et lut chaque mot, les larmes coulant sur son visage. Sa mère, Thérèse, y écrivait son regret, l'amour qui n'était jamais mort, les nuits où elle pleurait en tenant la seule photo qu'elle avait de sa fille. Elle écrivait aussi sur la maladie qui l'avait lentement consumée,
et sur son désir que Marine trouve le bonheur, l'amour et la paix. À la fin de la lettre, il y avait une phrase qui resta gravée dans le cœur de Marine. « Ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre, ma fille. Vivez pour moi, pour vous, pour tous les jours que nous avons perdus ensemble. » Marine retourna à Paris avec ces mots résonnant en elle, et elle décida qu'il était temps de vraiment vivre, ne plus se cacher, ne plus avoir honte de qui elle était ou de ce qu'elle ressentait. Gabriel remarqua immédiatement le changement. Marine était différente, plus légère, plus présente. Elle souriait plus souvent, parlait avec plus de confiance. Il y avait encore des moments d'hésitation, encore des peurs, mais elle apprenait à les affronter. Ils commencèrent à se voir plus régulièrement. Des dîners tranquilles, des promenades au bois de Boulogne, des après-midi chez Gabriel avec Sophie. La relation évoluait lentement, mais avec solidité. Il n'y avait pas de précipitation. Tous deux comprenaient que construire quelque chose de réel, quelque chose de durable, exigeait du temps et des soins. Le toucher, qui était auparavant une barrière presque infranchissable, devenait de plus en plus naturel. Gabriel tenait la main de Marine pendant qu'ils marchaient. Elle posait sa tête sur son épaule lorsqu'ils regardèrent des films avec Sophie. C'étaient de petits gestes, mais profondément significatifs pour eux deux. Un samedi après-midi, alors qu'ils étaient chez Gabriel, Sophie apporta une vieille boîte qu'elle avait trouvée dans l'armoire. « Gab, qu'est-ce qu'il y a là-dedans » demanda-t-elle, curieuse. Gabriel ouvrit la boîte et sourit avec nostalgie. « Ce sont des dessins que je faisais quand j'étais enfant. » Marine s'approcha, intéressée. « Vous dessiniez » Gabriel haussa les épaules, légèrement gêné. « J'essayais. Ce n'était pas très bon, mais j'aimais ça. J'ai arrêté quand mon père a dit que c'était une perte de temps. » Marine prit quelques-uns des dessins. C'étaient des esquisses simples, enfantines, mais il y avait de la sensibilité. Des voitures, des bâtiments, des gens, et parmi eux, plusieurs dessins d'une petite fille souriante. « C'est Sophie, » expliqua Gabriel. « Je la dessinais parce qu'elle était toujours heureuse, même quand tout était difficile. Elle me donnait de l'espoir. » Sophie serra son frère dans ses bras émus. « Tu as toujours pris soin de moi, Gab. Et tu m'as toujours rappelé pourquoi ça en valait la peine, » répondit-il, en embrassant le sommet de sa tête. Marine observa la scène avec une émotion au cœur. La relation entre eux était si pure, si pleine d'amour. Et elle se sentait privilégiée d'en faire partie maintenant. « Vous devriez recommencer à dessiner, » dit Marine, rendant les papiers à Gabriel. « Il n'est jamais trop tard pour reprendre quelque chose qui vous fait du bien. » Gabriel la regarda, surpris. « Peut-être. Si vous m'apprenez. » Marine sourit. « Nous pouvons apprendre ensemble. » Et ainsi, les samedis, tandis que Sophie peignait ses propres dessins sur la table de la cuisine, Gabriel et Marine s'asseyaient côte à côte et dessinaient. C'étaient des moments simples, mais remplis de bonheur. Gabriel découvrit qu'il aimait toujours dessiner, qu'il y avait encore du plaisir à créer quelque chose à partir de rien. Et Marine découvrit que partager son art avec quelqu'un n'était pas effrayant quand cette personne la comprenait. Ce fut au cours d'un de ces après-midi que Gabriel fit une suggestion qui allait tout changer. « Marine, avez-vous déjà pensé à montrer vos peintures à plus de gens ?» Elle arrêta ce qu'elle faisait, le pinceau en suspens. « Comment ça ?»« Exposer, faire une exposition. Vos œuvres sont incroyables et d'autres personnes devraient les voir, » dit-il, choisissant ses mots avec soin. « Je sais que c'est effrayant, mais je pense que vous êtes prête. » Marine secoua immédiatement la tête. « Non, je ne le suis pas. Les gens vont juger, vont critiquer. »« Ou ils vont se connecter, » dit Gabriel doucement. « Ils vont voir votre histoire, votre force, votre beauté. Tout comme je l'ai vu. » Marine regarda les peintures éparpillées sur la table. Il y en avait des dizaines maintenant. Des aquarelles de paysages émotionnels, des poèmes écrits d'une calligraphie délicate, des dessins qui racontèrent des histoires sans mots. C'était son âme exposée et l'idée de partager cela avec des étrangers l'épouvantait. Mais les mots de sa mère lui revinrent à l'esprit. « Ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre. »« Je ne sais pas, » dit-elle, hésitante. « Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, » dit Gabriel, « mais réfléchissez, et si vous décidez que vous le voulez, je vous aiderai. Avec tout. » Marine promit d'y penser, mais l'idée ne quitta pas son esprit les jours suivants. Une exposition. Montrer au monde ce qu'elle avait toujours caché,
C'était terrifiant, mais aussi, d'une certaine manière, libérateur. Une semaine plus tard, Marine prit sa décision. Elle était dans sa chambre, regardant la boîte de peinture, quand elle s'avoua finalement. Elle voulait le faire. Elle voulait que son art soit vu. Non pas pour la gloire, non pas pour la reconnaissance, mais parce que peut-être, juste peut-être, ses œuvres pourraient toucher quelqu'un de la même manière que l'art des autres l'avait toujours touché. Elle appela Gabriel, les mains tremblantes. « Je veux faire l'exposition », dit-elle dès qu'il répondit. Il y eut une pause, puis Gabriel répondit, la voix pleine de fierté et de bonheur. « Vous êtes sûr ?»« J'ai peur, » admit Marine. « Mais je veux essayer. Je dois essayer. »« Alors faisons-le, » dit Gabriel. Les jours suivants, Gabriel se consacra à transformer le rêve de Marine en réalité. Il connaissait des personnes influentes dans le monde de l'art, avait des contacts, des ressources. Mais il ne fit rien sans consulter Marine d'abord. Chaque décision était la sienne. Il était là seulement pour soutenir, pour faciliter. Gabriel trouva un petit espace culturel dans le quartier du Marais, une galerie indépendante connue pour promouvoir les artistes émergents. Le propriétaire, un homme d'âge moyen nommé Antoine, fut enchanté par les œuvres de Marine lorsqu'il les vit. « Ça a de l'âme, dit-il, tenant l'une des aquarelles. Ça a de la vérité, les gens le sentiront. » Marine, qui était présente à la réunion, rougit de honte et de gratitude. Ils fixèrent l'exposition pour fin janvier, donnant à Marine le temps de sélectionner les œuvres, de les encadrer correctement et de se préparer émotionnellement. Gabriel insista pour payer tous les frais, mais Marine, au début, refusa. Elle ne voulait pas se sentir redevable, ne voulait pas que cela ressemble à de la charité. « Ce n'est pas de la charité, » dit Gabriel, fermement. « C'est un investissement en quelque chose en quoi je crois, en quelqu'un en qui je crois. S'il vous plaît, laissez-moi faire. » Marine, finalement, accepta. Mais elle tint à participer à chaque étape. Elle choisit personnellement les cadres, aida à l'agencement de l'exposition, écrivit les textes explicatifs pour chaque œuvre. Gabriel était à ses côtés à tout moment, offrant des opinions quand on les lui demandait, mais respectant toujours ses décisions. Sophie s'impliqua également. Elle fut chargée de faire les invitations, qu'elle dessina elle-même avec amour. Elles étaient simples, colorées, pleines de vie. Et Marine les adora. À mesure que la date de l'exposition approchait, Marine ressentait un mélange d'anxiété et d'excitation. Il y avait des nuits où elle ne parvenait pas à dormir, imaginant tous les scénarios possibles. Et si personne ne venait? Et si les gens détestaient ses œuvres? Et si on la jugeait? Gabriel, toujours attentif, remarquait quand elle se noyait dans ses pensées. Il apparaissait avec un chocolat chaud, avec un câlin, avec des mots d'encouragement. Et lentement, Marine apprenait à faire confiance, non seulement à lui, mais à elle-même. Une nuit, 2 semaines avant l'exposition, Marine et Gabriel étaient dans son appartement. Ses colocataires étaient sortis et ils avaient l'espace pour eux seuls. Ils étaient dans la petite chambre de Marine, entourée de peintures, quand Gabriel prit l'une des œuvres qu'il n'avait pas encore vues. Elle était différente des autres. Plus crue, plus viscérale, elle représentait une figure féminine de dos, les épaules courbées, entourées d'ombre. Mais, dans le coin supérieur droit, il y avait une seule fenêtre ouverte laissant entrer la lumière. « Celle-ci est nouvelle, » dit Gabriel, observant attentivement. Marine hocha la tête, s'asseyant sur le lit. « Je l'ai faite hier soir. Je ne pouvais pas dormir, alors j'ai peint. Que représente-t-elle » Marine hésita, puis répondit. « Moi, ou du moins qui j'étais. La personne qui vivait dans l'ombre, avec peur de tout. Mais la fenêtre, elle est l'espoir. C'est ce que vous m'avez donné. La possibilité que peut-être il y ait de la lumière de l'autre côté. » Gabriel se tourna vers elle, les yeux intenses. « Vous avez trouvé la lumière seule, Marine. Je n'ai fait que d'être là. » « Vous étiez là quand personne d'autre ne l'était, » dit Marine, la voix étranglée. « Et cela a fait toute la différence. » Ils se regardèrent un long moment, puis, sans réfléchir, Marine se pencha et embrassa Gabriel. Ce fut un baiser hésitant, inexpérimenté, mais plein d'émotion. Gabriel resta immobile un instant, surpris, puis répondit, avec prudence, avec tendresse. Quand ils se séparèrent, Marine rougissait furieusement. « Désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. »
Gabriel sourit, passant doucement son pouce sur sa joue. « Ne vous excusez pas. J'attendais cela depuis des semaines. » Marine rit, nerveuse. « Vraiment ? Vraiment ?» confirma-t-il. « Mais je voulais que ce soit à votre rythme, quand vous seriez prête. »« Je crois que je le suis, » dit Marine, les yeux brillants. « Je crois que je suis prête pour beaucoup de choses. » Gabriel l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus de confiance, mais toujours avec prudence. Il n'y avait pas de précipitation. Ils avaient tout le temps du monde. Cette nuit-là, ils parlèrent pendant des heures, allongés côte à côte sur le petit lit de Marine, se tenant la main, partageant leurs rêves, leurs peurs, leurs projets d'avenir. Et pour la première fois, Marine réussit à imaginer un avenir où elle ne serait pas seule, où il y aurait quelqu'un à ses côtés. La semaine de l'exposition arriva avec une vitesse effrayante. Marine avait à peine dormi ces derniers jours, prise de nervosité et d'anxiété. Gabriel tenta de la calmer comme il put, mais même lui était tendu. Il voulait que tout soit parfait pour elle. Le jour du montage, Marine, Gabriel et Sophie se rendirent à la galerie. Antoine les accueillit avec enthousiasme et ensemble, ils commencèrent à accrocher les œuvres sur les murs blancs. Marine avait 30 pièces au total, entre aquarelles, dessins et poésie illustrées. Chacune racontait une histoire. Des histoires de douleur, de peur, de solitude, mais aussi d'espoir, de guérison, d'amour. La pièce maîtresse de l'exposition était une grande aquarelle que Marine avait créée spécialement pour l'occasion. Elle représentait 2 figures humaines, l'une face à l'autre, les mains tendues, se touchant presque. Entre elles, un pont fragile, mais résilient. En dessous, le titre « Traversée ». Gabriel regarda l'œuvre de longues minutes, ému. « C'est nous, n'est-ce pas ?» Marine hocha la tête, les yeux humides. « C'est nous. Et c'est toute personne qui a eu peur de se connecter, mais qui a trouvé le courage d'essayer. » L'exposition fut intitulée « Fissure » avec le sous-titre « Laissez entrer la lumière ». C'était parfait. Le jour de l'ouverture, un jeudi soir, Marine était paralysée de nervosité. Gabriel lui tint les mains, la regardant profondément dans les yeux. « Vous y arriverez, dit-il, et je serai là, toujours. » Marine inspira profondément et hocha la tête. Ensemble, ils entrèrent dans la galerie. Il y avait plus de monde qu'elle ne s'y attendait. Antoine avait invité des journalistes, des critiques d'art, des collectionneurs, mais il y avait aussi des visages familiers. Madame Cécile, la secrétaire de Gabriel, était là avec son mari. Monsieur Georges, le gardien de l'immeuble Panorama, était également venu, tout fier, et même certaines des collègues de nettoyage de Marine étaient venues la soutenir. Les gens circulaient dans la galerie, observant les œuvres, lisant les poèmes, commentant à voix basse. Marine voyait des visages émus, des yeux humides, des sourires compréhensifs. Et elle réalisa que Gabriel avait raison. Les gens ne jugeaient pas, ils se connectaient. Une femme d'âge moyen s'approcha de Marine, les larmes aux yeux. « J'avais besoin de voir ça aujourd'hui, » dit-elle. « Merci de partager votre histoire. Elle m'a donné de l'espoir. » Marine sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « De rien, » réussit-elle à dire. Tout au long de la soirée, plusieurs personnes s'approchèrent d'elle, partageant leurs propres histoires, la remerciant pour son courage. Et Marine réalisa que son art n'était pas seulement à propos d'elle. Il s'agissait de tous ceux qui s'étaient sentis brisés, mais qui avaient continué d'essayer. À la fin de la soirée, quand les invités commencèrent à partir, Gabriel s'approcha avec quelque chose dans les mains. C'était une petite boîte. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-il. Marine ouvrit la boîte et, en voyant le contenu, porta la main à sa bouche, les yeux se remplissant de larmes. C'était une broche ancienne, délicate, en forme de fleur, argentée avec de petits détails en émail rouge. « C'était à ma mère, » dit Gabriel, la voix étranglée. « La seule chose qu'elle a laissée. Je l'ai gardée pendant des années, sans savoir quoi en faire. Mais maintenant je sais, je veux que vous l'ayez. Parce que vous méritez d'être vue, soignée, aimée, et parce que Marine... » Il hésita, choisissant les mots justes. « Parce que je vous aime. » Les mots flottèrent dans l'air entre eux, lourds de sens. Marine regarda Gabriel, cet homme qu'il avait vu dans ses moments les plus vulnérables et n'avait pas reculé, qui l'avait soutenue sans jugement, qui l'avait aimée exactement telle qu'elle était. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle, et c'était vrai.
Gabriel la serra dans ses bras et Marine se laissa envelopper, se laissa tenir, se laissa aimer. Il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de honte, il n'y avait que la certitude que finalement elle avait trouvé sa place dans le monde. Et cette nuit-là, entourée de ses peintures, de la présence de Gabriel et du soutien de personnes qu'elle connaissait à peine, Marine sentit qu'elle avait vraiment traversé le pont. Et de l'autre côté, il y avait la lumière. Les mois qui suivirent l'exposition furent ceux de la transformation. Non seulement pour Marine, mais aussi pour Gabriel, et pour le lien qu'ils construisaient ensemble, jour après jour, geste après geste, mot après mot. L'exposition Fissure fut un succès plus grand que quiconque n'aurait pu le prévoir. 3 œuvres furent vendues dès la première semaine, et les acheteurs n'étaient pas seulement des collectionneurs à la recherche d'un investissement, mais des personnes qui s'étaient réellement connectées à l'art de Marine. L'une des aquarelles, celle de la fenêtre ouverte avec la fleur rouge sur le rebord, fut acquise par une fondation travaillant avec des femmes en situation de vulnérabilité. Ils voulaient utiliser l'image dans leur support de campagne, comme symbole de résilience. Quand Marine l'apprit, elle pleura. Non de tristesse, mais d'une émotion qu'elle ne savait nommer. C'était comme si sa douleur transformée en art servait maintenant à donner de l'espoir à d'autres personnes. C'était la rédemption. C'était un but. Antoine, le propriétaire de la galerie, suggéra à Marine de faire une deuxième exposition, cette fois plus grande, avec un thème spécifique. Elle accepta mais sans hâte. Elle voulait que la prochaine collection soit différente, non plus sur la douleur du passé, mais sur la guérison du présent, sur les nouveaux départs. Gabriel, quant à lui, changea aussi. Il consacra moins de temps au travail et plus de temps aux personnes qu'il aimait. Il embaucha un gérant de confiance pour s'occuper des opérations quotidiennes de l'immeuble Panorama, se libérant ainsi pour être plus présent. Il commença à emmener Sophie faire plus de sorties, à participer aux activités de l'institution qu'elle fréquentait. Et bien sûr, il vit Marine presque tous les jours. Ils ne vivaient pas encore ensemble. Tous deux s'accordaient à dire qu'il était trop tôt, mais ils passaient la majeure partie de leur temps en compagnie l'un de l'autre. Marine fréquentait régulièrement la maison de Gabriel, et il était devenu une présence constante dans la petite chambre de Marine du 13e arrondissement de Paris, bien qu'il se plaigne avec humour que le lit était trop petit pour eux deux. La relation physique entre eux évolua lentement mais avec profondeur. Marine avait encore des moments d'hésitation, des instants où la vieille peur revenait comme une ombre. Mais Gabriel était patient, respectant toujours ses limites, attendant toujours qu'elle fasse le prochain pas. Il y eut une nuit, des mois après le premier baiser, où Marine se sentit enfin prête à se donner complètement. Ils étaient chez Gabriel, Sophie avait passé le week-end avec une amie de l'institution, et ils étaient seuls. Ils dînèrent ensemble, regardèrent un film, parlèrent de tout et de rien. Et puis, quand il était déjà tard et qu'ils auraient dû se dire au revoir, Marine dit simplement « Je suis prête ». Gabriel comprit immédiatement. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant les siens. « Oui », répondit Marine, et il y avait de la conviction dans sa voix. « Je vous fais confiance, et je le veux. » Ils montèrent dans la chambre de Gabriel, et là, avec une infinie prudence, avec une tendresse qui frôlait le sacré, ils consommèrent l'amour qui s'était construit pendant des mois. Ce fut la première fois de Marine, et bien qu'il y eût un moment initial d'inconfort et de nervosité, Gabriel fut si doux, si attentif, qu'elle se détendit rapidement. Ce ne fut pas parfait, ce ne fut pas comme dans les films, mais ce fut réel, et ce fut le leur. Après, allongés côte à côte dans l'obscurité, Marine pleura. Non de tristesse ou de regret, mais de soulagement. Elle avait enfin franchi cette barrière, surmonté cette peur, et elle avait découvert que de l'autre côté, il n'y avait pas de douleur mais de l'amour. Gabriel la serra dans ses bras toute la nuit, et Marine dormit pour la première fois sans cauchemar. Février apporta le carnaval, et Paris se transforma en une ville plus lente, plus vide, avec la moitié de la population partie pour la côte ou d'autres villes. Gabriel suggéra de faire un petit voyage, juste eux trois, lui, Marine et Sophie. Ils loueraient une maison à Arcachon, passeraient quelques jours à la plage, loin de tout. Marine n'avait jamais vu la mer. La révélation surprit Gabriel et Sophie, qui commencèrent immédiatement à faire des projets enthousiastes sur tout ce qu'ils feraient à la plage. Le voyage fut magique.
La maison que Gabriel loua était simple mais confortable, avec vue sur la mer. Le premier jour, en se réveillant et en ouvrant la fenêtre de la chambre, Marine vit l'immensité bleue de l'océan pour la première fois. L'odeur d'iode, le bruit des vagues, la sensation d'infini. Tout la laissa sans voix. Gabriel apparut derrière elle, l'embrassant par la taille. « Magnifique, n'est-ce pas ?»« Sublime », murmura Marine, les yeux embués. « Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse être ainsi. »« Il y a encore beaucoup de beauté dans le monde à découvrir pour vous, » dit Gabriel, embrassant son épaule. Ils passèrent les jours à la plage. Sophie jouait sur le sable, construisant des châteaux élaborés. Marine peignait des aquarelles de la mer, essayant de capturer les différentes nuances de bleu. Gabriel, étonnamment, recommença aussi à dessiner de simples esquisses du paysage, de Sophie, de Marine. Un après-midi, alors qu'ils marchèrent sur la plage, rien que tous les deux, Gabriel s'arrêta et se tourna vers Marine. « Je dois vous demander quelque chose, dit-il, et il y avait de la nervosité dans sa voix. Marine sentit son cœur s'accélérer. « Quoi ?» Gabriel prit ses mains entre les siennes. « Marine, je sais que nous apprenons encore à nous connaître de nombreuses manières. Je sais que nous n'avons que quelques mois ensemble, mais je sais aussi avec une certitude absolue que je veux passer le reste de ma vie avec vous. Vous m'avez fait croire que je pouvais être aimé, non pour ce que je fais ou ce que j'ai, mais pour qui je suis, et je vous aime. Je vous aime d'une manière que je n'aurais jamais imaginée possible. » Il s'agenouilla là, sur le sable, et Marine porta les mains à sa bouche, les yeux se remplissant de larmes. « Épouse-moi, » dit Gabriel, sortant une petite boîte de sa poche. « Pas maintenant, pas immédiatement. Quand vous vous sentirez prête. Mais, s'il vous plaît, dites-moi oui. Dites-moi que nous allons construire une vie ensemble. » Marine regarda cet homme agenouillé sur le sable, offrant non seulement une bague, mais tout son avenir. Et elle n'eut aucun doute. « Oui !» dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « 1000 fois oui. » Gabriel se leva et l'embrassa, et là, entourés par le bruit des vagues et l'immensité de la mer, ils scellèrent la promesse d'un avenir partagé. Lorsqu'ils rentrèrent à Paris, la nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement. Madame Cécile pleura de joie. Monsieur Georges donna une accolade écrasante à Gabriel. Les collègues de nettoyage de Marine organisèrent une petite fête surprise dans l'immeuble, et Sophie était radieuse. Elle aurait enfin la sœur qu'elle avait toujours voulu. Les préparatifs du mariage commencèrent, mais sans hâte. Marine et Gabriel convinrent qu'ils voulèrent quelque chose de petit, d'intime, seulement avec les personnes qui comptaient vraiment. Ils fixèrent la cérémonie pour la fin de l'année, donnant à Marine le temps de terminer sa deuxième collection de peintures et à Gabriel d'organiser quelques affaires en suspens dans ses entreprises. Mais la vie, comme toujours, avait ses propres plans. En mai, Marine découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle fut un choc. Ils utilisaient toujours une protection, mais apparemment la vie avait décidé qu'il était temps. Au début, Marine paniqua. Elle, mère? Comment pourrait-elle être mère alors qu'elle avait à peine appris à prendre soin d'elle-même? Gabriel, cependant, était radieux. Il serra Marine dans ses bras et lui dit que tout irait bien, qu'ils découvriraient ensemble, de la même manière qu'ils découvraient tout. Sophie, en apprenant qu'elle serait tante, cria de joie et commença immédiatement à planifier la chambre du bébé, choisissant les couleurs, les peluches, les livres pour enfants. Peu à peu, la panique de Marine céda la place à une excitation prudente. Elle et Gabriel commencèrent à suivre des cours de préparation à la parentalité, lurent des livres, parlèrent à des amis qui avaient déjà des enfants. Et, au fil des mois, alors que son ventre grossissait, Marine commença à s'imaginer comme mère. Pas une mère parfaite, mais une mère présente, aimante, qui donnerait à son enfant tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Ils décidèrent d'anticiper le mariage. Ils ne voulèrent pas attendre la fin de l'année. Ils voulaient être officiellement mariés avant la naissance du bébé. Ainsi, en juillet, ils organisèrent une cérémonie simple, dans une petite propriété à la campagne, aux alentours de Paris. Il n'y avait que 30 invités. Antoine était là, ainsi que Madame Cécile et Monsieur Georges. Les collègues de Marine, quelques amis qu'elle s'était faites à la galerie, des personnes que Gabriel connaissait de son travail. Et bien sûr, Sophie, qui fut la demoiselle d'honneur la plus heureuse et la plus émue que l'on ait jamais vue.
Marine portait une robe simple de couleur ivoire, fluide et confortable, pour accueillir son ventre qui commençait à apparaître. Dans ses cheveux, elle avait épinglé la broche en argent que Gabriel lui avait donnée, la fleur délicate scintillant sous le soleil de l'après-midi. Gabriel portait un costume bleu marine, sans cravate, les yeux brillants d'émotion quand il vit Marine marcher vers lui. Il n'y avait pas de père pour la conduire, alors elle marcha seule, mais elle ne se sentit pas seule. Elle sentait la présence de sa mère, de Thérèse, comme un souffle doux sur son épaule, bénissant ce moment. Les vœux furent simples, mais profonds. Gabriel promit de l'aimer tous les jours, dans les difficiles et les faciles, dans les effrayants et les joyeux. Il promit d'être son havre de paix, mais aussi son compagnon d'aventure. Marine, à son tour, promit de faire confiance, de continuer à s'ouvrir, de construire avec lui une vie pleine d'amour et d'art. Elle promit qu'ensemble, ils transformeraient leurs fissures en ponts. Quand l'officiant les déclara mari et femme, Gabriel embrassa Marine avec tant de tendresse que de nombreux présents pleurèrent. Et Marine, là, à ce moment-là, sentit qu'elle avait enfin trouvé son foyer. Non pas dans un lieu, mais en une personne, en Gabriel, en Sophie, dans la famille qu'ils construisaient ensemble. La fête fut joyeuse et décontractée. Ils mangèrent, dansèrent, rirent. Sophie fit un discours émouvant sur sa joie d'avoir une sœur et bientôt un neveu ou une nièce. Marine pleura, Gabriel pleura, presque tout le monde pleura. Quand la nuit tomba et que les invités commencèrent à partir, Marine et Gabriel restèrent assis sous un ciel étoilé, main dans la main, observant l'immensité au-dessus d'eux. « Merci, » dit Marine, rompant le silence. « Pourquoi ?» demanda Gabriel. « De ne pas avoir abandonné, de m'avoir vu quand j'étais invisible, de m'avoir aimé même quand je ne savais pas comment m'aimer, » répondit-elle, la voix étranglée. Gabriel lui serra la main. « Vous m'avez autant sauvé que je vous ai sauvé, Marine, peut-être même plus. Vous m'avez appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, qu'ouvrir son cœur n'est pas dangereux quand la bonne personne est de l'autre côté. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, et ce fut comme sceller non seulement leur mariage, mais tout ce qu'ils avaient surmonté pour en arriver là. Les mois suivants furent ceux de la préparation. Marine continua de peindre, mais maintenant ses œuvres reflétaient une nouvelle légèreté. Des couleurs plus vibrantes, des thèmes plus optimistes. Elle réalisa une série d'aquarelles sur la maternité, sur la peur et la beauté de donner la vie. Antoine planifiait déjà la prochaine exposition. Gabriel rénova l'une des chambres de la maison, la transformant en chambre de bébé. Ils peignirent les murs en jaune doux, montèrent un berceau en bois, remplirent les étagères de livres pour enfants. Sophie aida à chaque étape, son enthousiasme étant contagieux. En novembre, une petite fille naquit, petite, parfaite, avec les yeux sombres de son père et les cheveux bruns de sa mère, pleurnicheuse, mais en bonne santé. Marine la tint pour la première fois et ressentit un amour si écrasant, si intense, qu'elle pouvait à peine respirer. « Thérèse » murmura Marine, regardant sa fille. « Nous l'appellerons Thérèse. » Gabriel, qui était à côté du lit, sourit les yeux embués. « C'est parfait. » Sophie entra dans la chambre peu après, impatiente de rencontrer sa nièce. Elle prit Thérèse dans ses bras avec précaution, la berça doucement et fredonna une berceuse que Gabriel lui chantait quand elle était petite. Et là, dans cette chambre d'hôpital, entourée d'amour et d'espoir, la petite famille formée par deux personnes brisées devint complète. Les années qui suivirent furent faites de bonheur et de défis. Élever Thérèse ne fut pas facile. Il y eut des nuits sans sommeil, des inquiétudes constantes, des moments d'épuisement. Mais il y eut aussi des rires, des découvertes, la joie de voir une vie grandir et s'épanouir. Marine continua de peindre, Thérèse souvent à ses côtés, gribouillant sur des papiers avec des crayons de couleur pendant que sa mère travaillait sur ses aquarelles. Gabriel recommença à dessiner régulièrement et ils prirent une tradition. Tous les dimanches, toute la famille, y compris Sophie, se réunissait pour un après-midi d'art. Ils dessinaient, peignaient, créaient ensemble. La deuxième exposition de Marine, intitulée « Nouveau départ », fut encore plus réussie que la première. Les œuvres, pleines de couleurs et de vie, touchèrent les gens en profondeur.
un critique d'art influent écrivit que Marine avait le don rare de transformer la douleur en beauté, de montrer que les fissures que nous portons tous ne sont pas des signes de faiblesse, mais de force. Gabriel développa ses affaires, mais plus jamais au détriment du temps passé avec sa famille. Il apprit à déléguer, à faire confiance aux autres, à ne plus porter tout le poids du monde sur ses épaules. Sophie continua de s'épanouir. Elle obtint un emploi dans une bibliothèque où elle était aimée de tous. Elle rencontra un jeune homme gentil qui avait également le syndrome de Down et ils commencèrent à sortir ensemble. Gabriel, initialement appréhensif, réalisa rapidement que Sophie était heureuse, et c'était tout ce qui importait. Et Marine se permit enfin d'être heureuse. Non pas un bonheur parfait, non pas une vie sans défis, mais une vie réelle, pleine d'amour, de buts, de connexions authentiques. Elle n'oublia jamais d'où elle venait, les douleurs qu'elle avait affrontées, les peurs qu'elle avait surmontées. Mais elle ne se définissait plus par cela. Elle se définissait par les choix qu'elle avait faits, les personnes qu'elle avait aimées, l'art qu'elle avait créé. Un après-midi, des années après cette nuit pluvieuse où tout avait commencé, Marine était assise dans le jardin de la maison qu'elle appelait désormais son foyer. Thérèse, 5 ans, jouait avec des peintures, faisant un glorieux désordre. Sophie était à ses côtés, aidant et riant. Gabriel rentra du travail et, en voyant la scène, s'arrêta un instant pour observer, le cœur débordant de gratitude. Marine leva les yeux et vit Gabriel là, et ils échangèrent un sourire. Ils n'avaient pas besoin de mots. Ce sourire disait tout. Il disait merci, il disait je t'aime, il disait nous y sommes arrivés. Et ils y étaient vraiment arrivés. 2 personnes brisées qui s'étaient rencontrées dans la tempête et avaient construit ensemble une vie pleine de lumière. Ils découvrirent que les fissures qu'ils portaient ne les rendaient pas moins, mais plus. Car c'était à travers ces fissures que la lumière entrait. Et c'était cette lumière qui leur permettait de s'épanouir. Marine prit le pinceau et commença une nouvelle aquarelle. Cette fois, elle peignit une famille. 2 figures adultes, une jeune femme et un petit enfant, toutes se tenant la main, marchant vers un horizon doré. En dessous, elle écrivit un seul mot, « Ensemble ». Parce qu'au final, c'était cela qui importait. Ne pas être seul, ne pas avoir toutes les réponses, ne pas être parfait, mais avoir quelqu'un à ses côtés pour traverser les tempêtes, pour tenir la main dans les moments difficiles, pour célébrer la lumière dans les moments de joie. Et Marine avait enfin compris cela. Elle avait compris que l'amour n'était pas quelque chose à craindre mais à célébrer, que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse mais du courage, que les fissures n'étaient pas des signes de rupture mais de résistance. L'histoire de Marine et Gabriel n'était pas un conte de fées, c'était mieux que ça, c'était réel, c'était humain, c'était l'histoire de 2 personnes qui, malgré toutes les raisons d'abandonner, avaient choisi d'essayer, avaient choisi de s'ouvrir, avaient choisi d'aimer. Et, ce faisant, ils découvrirent que les fissures qu'ils portaient tous 2 ne les séparaient pas du monde, mais les y connectaient. Parce que tout le monde porte des fissures, tout le monde connaît la douleur, et tout le monde mérite la chance de laisser entrer la lumière. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Gabriel vous a profondément touché. Si vous avez été ému par ce voyage de dépassement, d'amour et de nouveaux départs, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel a été le moment qui a le plus marqué votre âme. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses et vraies comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus humain et sensible de chacun d'entre nous. Des histoires qui nous rappellent que, peu importe à quel point nous sommes brisés, il y a toujours de la place pour que la lumière entre. Nous vous attendons au prochain épisode, avec une autre narration qui vous émouvra du début à la fin. À bientôt.